Bonjour à tous, je suis Olivier Bachelet. Je suis enseignant en droit pénal et en procédure pénale au sein de la prépa ISP, notamment dans le cadre de la préparation aux examens d'entrée au centre régional de formation à la profession d'avocat. Je suis par ailleurs magistrat de l'ordre judiciaire, président de chambre correctionnelle. L'objet de la présente vidéo est de donner quelques brefs éléments de correction de la consultation juridique de procédure pénale qui a été proposée aux candidats à l'entrée au CRFPA au titre de l'année 2022. Cette consultation juridique 2022 en procédure pénale, vous pouvez en trouver l'énoncé sur le site internet de la prépa ISP sans difficulté. Elle est en accès libre. Je vous renvoie donc à ce mode de consultation de l'énoncé. Je ne vais pas ici entrer dans une lecture qui serait un peu fastidieuse de cet énoncé qui est assez long. S'agissant, du fond à proprement parler, la consultation juridique de procédure pénale en 2022 pour le CRFPA n'était pas une épreuve, particulièrement, complexe. C'était, une épreuve qui en réalité, était, assez bien balisée, au regard en particulier de la jurisprudence. Pour autant, il fallait preuve de méthode pour, aller au bout de l'épreuve. Je vous l'ai dit, hein, l'énoncé est assez long, ne serait-ce que sa lecture prend un peu de temps, et vous n'avez que 2 heures pour traiter la consultation juridique en procédure pénale. Donc il fallait avoir une méthode bien huilée à toute épreuve pour arriver au bout de cette consultation juridique. Mais sur le fond, il n'y avait pas de difficultés majeures. La plupart des questions posées correspondaient à des questions d'actualité qui avaient été intégralement traitées en cours dans le cadre de la prépa ISP et traités dans les polycopiés qui sont mis à la disposition de nos élèves dans le cadre de la prépa CRFPA avec les différents arrêts qui venaient au soutien de la résolution de cette consultation juridique. Euh, Avant d'entrer dans certains éléments de réflexion concernant cette consultation juridique 2022, il est absolument impératif de revenir sur les éléments de méthodologie parce que la méthode est, comme viens de le dire à l'instant, est un élément absolument incontournable pour parvenir au bout de cette consultation juridique et de manière générale de toutes les consultations juridiques qui ont pu être données depuis que l'épreuve est nationale, parce que la difficulté majeure de ce type d'épreuve, c'est sa longueur. C'est parvenir à arriver au bout, étant rappelé qu'il faut absolument vous efforcer d'arriver au bout de l'épreuve. Vous ne devez pas réserver vos développements à seulement certains aspects du sujet au regard du barème qui vous est donné, en calculant, en ayant cette idée que vous allez vous ménager des points garantis. Non, parce que si vous procédez de la sorte, certes, vous aurez probablement des développements absolument impeccables sur un aspect du sujet et les points figurant au barème vous seront attribués, mais pour autant, vous n'aurez aucune chance de grappiller des points sur les autres sujets, puisque soit vous n'aurez pas traité ces autres aspects de la consultation juridique, soit vous les aurez traités tellement rapidement que, eh bien, on ne pourra pas vous attribuer de points, ou en tout cas un nombre très limité de points. Donc attention, l'objectif, c'est bien d'aller au bout de la consultation juridique et pas de traiter à fond certaines questions. En allant au bout de la consultation juridique, vous multipliez les chances d'obtenir le plus grand nombre de points. C'est la raison pour laquelle la méthode doit être absolument bien acquise, bien expérimentée, dans le cadre de préparation à l'avance, ce qui est tout particulièrement le cas dans le cadre de la prépa ISP, puisque nous proposons à nos élèves 20 sujets de consultation juridique, ce qui permet sans aucun doute de bien être entraîné et de bien connaître la méthodologie
avant l'épreuve finale. Alors d'abord, quelques règles générales, les points qui sont absolument incontournables dans la perspective de la résolution d'une consultation juridique en procédure pénale, et donc à contrario, ce qu'il faut absolument éviter de faire lorsque l'on rédige une consultation juridique en procédure pénale. D'abord, en tout premier lieu, j'attire votre attention sur, encore une fois, hein, la durée très brève de l'épreuve, 2 heures, et sur le fait qu'il ne faut pas perdre de temps, évidemment. Et trop souvent, que ce soit en droit pénal ou en procédure pénale, il peut être constaté que certains candidats s'évertuent à rédiger une synthèse des faits en guise d'introduction de leur devoir. Non, une bonne fois pour toutes, comprenez que l'introduction d'une consultation juridique en procédure pénale doit être brève. Il ne s'agit certainement pas de reprendre les faits relatés dans l'énoncé. Ces faits relatés dans l'énoncé, ils sont bien entendu connus du correcteur qui lit votre copie. Le correcteur, s'il constate que votre introduction est longue et reprend en synthèse les faits relatés, il ne va de toute manière pas lire cette synthèse. Donc ça ne sert à rien. L'introduction, elle doit être brève, elle doit simplement consister à annoncer l'ordre global de vos développements. Point final, pas plus que cela. Cela ne veut pas dire, évidemment, que les faits ne doivent pas être lus attentivement et utilisés dans le cadre de votre devoir. Évidemment que les faits doivent être absolument lus avec attention et relus. Simplement, il ne sert à rien de les présenter dans un exposé très plat en début de copie. Ces faits, vous allez en revanche les reprendre dans le détail au fur et à mesure de vos développements pour appuyer votre raisonnement juridique, pour justifier les solutions auxquelles vous parvenez dans le raisonnement syllogistique, les faits constituant la mineure dans ce raisonnement. Donc, euh, utilisez les faits, mais utilisez-les à bon escient dans le cadre de votre raisonnement juridique. C'est absolument capital de le comprendre. Les faits sont essentiels, mais certainement pas utiles à présenter en guise d'introduction. L'introduction, donc, elle consiste à annoncer l'ordre global de vos développements. Et ceci me permet d'enchaîner sur le deuxième conseil absolument incontournable, qui consiste à rappeler que la rédaction d'une consultation juridique en procédure pénale appelle forcément des développements construits. Des développements construits au moyen d'un plan apparent. Vous devez avoir des grandes parties, des sous-parties, éventuellement des sous-sous-parties si cela se révèle nécessaire. Il faut impérativement, j'ai tendance à le dire, peut-être trop le dire, il faut prendre votre correcteur par la main, il faut que le correcteur sache très exactement où vous allez, et le meilleur moyen de convaincre le correcteur que vous avez un développement structuré, le meilleur moyen de ne pas perdre votre correcteur, c'est d'avoir un plan apparent très clair, avec des titres soulignés, avec des espaces ménagés entre vos différents paragraphes pour que tout ceci soit agréable à lire et compréhensible pour le correcteur. Il vous faut un plan apparent, il vous faut des développements construits, étant souligné que très généralement, dans la résolution d'une consultation juridique, l'on procédera de manière logique, c'est-à-dire de manière chronologique. N'oubliez pas, en effet, je le rappelle également assez souvent, que le terme procédure nous vient étymologiquement parlant du latin procedere, qui signifie aller de l'avant. Et donc, étudier une matière procédurale, c'est l'étudier de manière chronologique. Lorsque l'on étudie la procédure pénale, eh bien, on étudie d'abord les enquêtes, on étudie ensuite la question des actions. Une fois que l'enquête est menée et que le parquet dispose d'informations sur une situation donnée, on peut logiquement étudier l'action publique, et puis l'action civile réservée aux victimes directes et personnelles. On étudie ensuite l'information judiciaire, et ce n'est qu'à la fin qu'on étudie la phase décisoire, le jugement. Il y a
une logique qui tient à la matière même de la procédure. C'est une logique chronologique et donc, lorsque vous construisez votre raisonnement en procédure pénale, vous devez toujours le construire de manière chronologique en traitant les actes d'investigation les uns après les autres, et ce d'autant plus que la jurisprudence de la Cour de cassation est une invitation en quelque sorte à procéder de manière chronologique, dans la mesure où la Cour de cassation juge que la nullité d'un acte entraîne la nullité des actes subséquents si l'acte annulé constitue le support nécessaire et exclusif de l'acte subséquent. Donc vous le voyez, la nullité d'un premier acte peut être déterminant de la nullité d'un second acte et donc, en toute logique, il faut d'abord vérifier la régularité du premier acte pour seulement ensuite envisager la régularité du second acte réalisé chronologiquement parlant. C'est toujours une construction chronologique. Et cette impérative construction de votre développement au moyen d'un plan apparent m'amène à vous rappeler qu'il faut, même si vous êtes en présence d'une épreuve très courte, 2 heures, il faut impérativement vous ménager un temps de réflexion avant de commencer à rédiger votre copie. Vous devez vous ménager une dizaine de minutes pour lire attentivement votre sujet une première fois d'une traite pour savoir globalement de quoi il retourne, une deuxième fois avec un surligneur, avec un stylo pour noter sur un brouillon les différents points qui posent difficulté et que vous allez ensuite organiser de manière logique et chronologique, qui vont constituer la trame générale de votre plan. Lire attentivement le sujet et ne pas se précipiter sur votre copie parce que si vous procédez de la sorte, vous risquez assez rapidement de vous trouver dans une impasse, à envisager un acte d'investigation alors qu'il y en avait un réalisé plus tôt qui était déterminant de la régularité de ce second acte d'investigation. Il faut absolument respecter cette méthode et garder la tête froide le jour de l'épreuve, garder son sang-froid, se ménager ces 10 minutes de réflexion avant d'entrer dans la rédaction de la copie. Et puis, troisième conseil absolument incontournable pour la résolution d'une consultation juridique en procédure pénale, c'est la nécessité de respecter une structuration du raisonnement qui est propre à la procédure pénale et qui consiste toujours à se poser la question d'abord du cadre juridique dans lequel on se situe pour ensuite évoquer la question de la régularité des actes relatés dans l'énoncé. Et cette méthode, elle devait être appliquée pour la consultation juridique 2022 comme elle doit être appliquée pour toute consultation juridique de procédure pénale, même si la consultation juridique se décline en mini cas pratiques. Même dans ce cas-là, il ne faut pas oublier de rappeler le cadre juridique dans lequel on se situe afin de pouvoir justifier ensuite le raisonnement que l'on a à propos de tel ou tel acte relaté dans l'énoncé. Euh, Ceci est important parce que en procédure pénale, on distingue traditionnellement la phase préparatoire, la phase de mise en état du dossier, de la phase décisoire, la phase de jugement. Donc évidemment, si vous vous trouvez dans l'une de ces deux phases, les implications ne seront pas les mêmes. Dans la phase décisoire, généralement, on ne traite pas d'actes d'investigation, sauf à ce que l'on vous relate un certain nombre d'actes d'investigation décidés sur commission rogatoire d'une juridiction de jugement, mais c'est assez rare. Et depuis que l'épreuve est nationale 2017, cela n'a jamais été rencontré. La plupart du temps, les questions qui doivent être abordées dans la résolution de la consultation juridique de procédure pénale pour le CRFPA, la plupart du temps, ce sont des questions relatives à la phase préparatoire de la procédure pénale. Or, dans la phase préparatoire de la procédure pénale, on distingue la phase d'information judiciaire qui est placée sous l'autorité du juge d'instruction,
qui, parce qu'elle est placée sous l'autorité d'un juge d'instruction, permet de déployer les actes d'investigation les plus intrusifs, les plus attentatoires aux droits et libertés. On distingue donc cette phase d'information judiciaire de la phase d'enquête, l'enquête de police, au sein de laquelle on opère une distinction entre l'enquête préliminaire et l'enquête de flagrance, étant rappelé que si l'enquête de flagrance est coercitive, permet le recours à des actes d'investigation contraints, l'enquête préliminaire est-elle en principe non coercitive? Il n'est pas possible normalement dans l'enquête préliminaire d'avoir recours à des actes de contrainte avec, par ailleurs, cette catégorie qui, en quelque sorte, se surajoute à la distinction entre enquête et information judiciaire, cette catégorie propre aux infractions de criminalité et de délinquance organisée, cette procédure dérogatoire qui peut être appliquée non seulement dans l'enquête, mais aussi dans l'information judiciaire, dès lors que l'on est en présence d'infractions relevant de la criminalité ou de la délinquance organisée, au sens des articles 706-73 et suivants du Code de procédure pénale. Donc, vous le voyez, la détermination du cadre juridique dans lequel on se situe est absolument capitale en tant que développement préalable pour pouvoir ensuite indiquer quelles sont les conditions de réalisation de tel ou tel acte d'investigation. Par exemple, une perquisition menée dans l'enquête préliminaire ne peut pas, en principe, être menée en l'absence d'un consentement express de la part du maître des lieux, alors qu'à l'inverse, dans l'enquête de flagrance, eh bien, la perquisition peut être coercitive. Il faut donc impérativement avoir cette logique dans la présentation des choses, d'abord traiter le cadre juridique des investigations avant d'envisager la régularité des actes entrepris tels que relatés dans l'énoncé. Voilà pour ces éléments généraux de méthodologie qui devaient impérativement être mis en œuvre pour la résolution de la consultation juridique 2022 en procédure pénale dans la perspective donc de votre entrée au CRFPA. Euh, sur cette consultation juridique 2022, un plan général. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la correction de cette consultation juridique ici. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'est de donner des lignes générales de résolution, de réflexion sur cette consultation juridique. J'entrerai dans le détail de la résolution de cette consultation juridique à l'occasion de mes cours donnés auprès des élèves de la prépa ISP inscrits dans la perspective donc des épreuves CRFPA 2023. J'envisage le plan général. Le plan général, en réalité, il était dicté par l'énoncé de la consultation juridique qui était structuré en 4 temps. C'est pour ça tout à l'heure que je parlais de mini-cas pratique ou de mini-consultation juridique, c'était un peu le cas. Il fallait résoudre ces différentes situations les unes après les autres, en n'oubliant pas à chaque fois donc d'appliquer ce que je vous indique, le cadre juridique d'abord dans lequel on se situe, pour ensuite envisager la régularité des actes d'investigation ou d'autres actes qui ont été entrepris. Il fallait donc annoncer l'ordre global de vos développements en guise d'introduction et ne pas synthétiser chacun des faits en guise de propos introductifs, non, une phrase générale qui va consister à annoncer l'ordre dans lequel on va traiter cette consultation juridique. Cette phrase pourrait être la suivante, hein, au regard des faits relatés, nous étudierons d'abord la situation de Jérémy Ledur, ensuite celle de la société Firma, puis la situation d'Anthony Vital et enfin celle d'Adrien Lajonis. Cette phrase suffit en guise d'introduction. Ensuite, vous entrez dans le traitement de chacune de ces situations. D'abord, Lantin, la situation de Jérémy Ledur. Dans votre copie, vous l'écrivez en toutes lignes, en toutes lettres, pardon, vous soulignez l'intitulé de votre première partie et vous rédigez une phrase, une sorte de chapeau qui va annoncer l'ordre de vos développements concernant la situation de Jérémy Ledur. D'abord, le cadre juridique des investigations, ensuite
la régularité des investigations et enfin la question de la possibilité d'une voie de recours, puisque c'est la question qui est posée hein, à la fin du grand 1. Il est mentionné, votre client n'est pas d'accord, il souhaite savoir s'il est possible de former un recours contre l'arrêt de la chambre de l'instruction. Donc, logiquement, il faut répondre à la question posée par le client, la voie de recours, mais ne pas y répondre tout de suite, vous le voyez. Il faut structurer son raisonnement. Et l'écueil de ce type de sujet, c'est celui réside plutôt dans le fait qu'il y a de la jurisprudence sur la situation qui vous est exposée dans l'énoncé. Ça peut vous sembler être une facilité, mais en réalité, c'est un piège, c'est une difficulté, et il faut bien le comprendre. Ce que l'on attend de la part du candidat, dans le cadre du CRFPA, ce n'est pas qu'il soit une encyclopédie de jurisprudence et qu'il ressorte l'arrêt qui correspond exactement à la situation soumise. Non. Ce qu'on attend du candidat, c'est qu'il soit capable de raisonner juridiquement. Et donc, le candidat qui va aller chercher dans son code de procédure pénale la note jurisprudentielle qui va lui permettre de dire la solution c'est celle-là, elle a été donnée par la Cour de cassation, ce candidat-là, il aura 0 à la question posée. Les 6 points attribués à la première consultation juridique, vous aurez 0 si vous vous contentez de citer la jurisprudence de la Chambre criminelle relative aux opérations de vidéosurveillance. Parce que en procédant de la sorte, en réalité, vous déléguez votre capacité de réflexion, vous n'usez pas de votre capacité de réflexion, vous la déléguez au magistrat de la Cour de cassation. Vous n'expliquez pas pourquoi la Cour de cassation en est arrivée là. Il faut bien évidemment citer cette jurisprudence, mais en réalité, il ne faut la citer qu'à la fin de votre raisonnement juridique, comme illustration finalement de votre raisonnement juridique en indiquant à ce propos, il convient d'ailleurs de souligner que la Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt rendu tel jour. Mais avant cela, il faut raisonner juridiquement. Et raisonner juridiquement en procédure pénale, c'est déterminer le cadre juridique des investigations pour ensuite aller sur la régularité des investigations. S'agissant de la situation de Jérémy Ledure, on nous explique dans l'énoncé qu'une enquête préliminaire hein, a été ouverte à la suite d'un renseignement selon lequel il y aurait une plantation de cannabis dans une habitation. Les policiers ont mis en place une surveillance physique et puis ils ont installé un système de vidéosurveillance sur la voie publique. Cela a permis, à partir des enregistrements réalisés, de confirmer l'existence d'une culture de produits stupéfiants et cela a mené à l'interpellation notamment de Jimmy Ledure qui a été mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire. Et dans le cadre de cette information judiciaire, eh bien, Jimmy a formé une requête en nullité auprès de la Chambre de l'instruction pour voir constater la nullité des investigations entreprises dans le cadre de ce dispositif de vidéosurveillance et on nous donne le contenu des motifs de la Chambre de l'instruction l'ayant amené à rejeter cette requête en nullité. Le cadre juridique des investigations, il faut en dire un mot parce que il y a des éléments dans l'énoncé qui sont autant de perches tendues. On vous parle d'un renseignement qui a mené à l'ouverture d'une enquête préliminaire, puis à l'ouverture d'une information judiciaire. Eh bien, il faut ici expliquer pourquoi une enquête préliminaire et non pas une enquête de flagrance, parce qu'un renseignement anonyme ne peut jamais fonder l'ouverture d'une enquête de flagrance qui est coercitive. Si l'on veut pouvoir ouvrir une enquête de flagrance, il faut avoir des éléments qui soient vérifiables, des éléments suffisamment objectifs, qui donnent la légitimité en quelque sorte au déploiement de la force. S'il n'y a qu'un renseignement anonyme, seule une enquête préliminaire peut être ouverte. Alors je ne dis pas qu'il faut réciter son cours et écrire des lignes et des lignes à ce propos, mais deux, trois lignes permettent au correcteur de voir que vous êtes un candidat qui réfléchit et qui ne restitue pas simplement ce qu'il a lu dans le code. Et puis, souligner qu'à la suite des investigations réalisées, l'ouverture d'une information judiciaire
semblait absolument incontournable, dans la mesure où, en théorie, dans le code pénal, la, 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 la fabrication, la culture de produits stupéfiants relève d'une qualification criminelle. Et donc, logiquement, l'ouverture d'une information judiciaire s'imposait, et à supposer même que l'on soit sur une qualification simplement correctionnelle, la nature d'infraction à la législation sur les stupéfiants, qui est par nature une qualification complexe, parce qu'impliquant l'existence de consommateurs, de fabricants, d'intermédiaires, montre qu'il y a une complexité justifiant le recours à une information judiciaire. Le cadre juridique des investigations, donc, d'abord l'enquête préliminaire, pourquoi, puis l'information judiciaire, pourquoi, pour en arriver à la régularité des investigations. Et la question qui est posée est celle de la régularité de ces opérations de vidéosurveillance. Eh bien, plutôt que d'aller tout de suite sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui nous dit que sous certaines réserves, le recours à ces vidéosurveillances est possible, il faut en venir aux fondamentaux. Il faut rappeler les principes essentiels qui gouvernent la preuve pénale. En matière pénale, conformément à l'article 427 du Code de procédure pénale, en matière pénale, la preuve est libre. Et cela est tout à fait justifié au regard de l'objet de la preuve en droit pénal. L'objet de la preuve, c'est le fait juridique. Ce n'est pas l'acte juridique, c'est le fait juridique pour lequel on ne peut pas, en principe, se préconstituer une preuve. C'est la raison pour laquelle la preuve est libre en droit pénal. La seule limite, c'est l'hypothèse de la méthode d'investigation qui porte atteinte aux droits et libertés d'autrui. Si une méthode d'investigation porte atteinte aux droits et libertés d'autrui, alors il faut respecter le principe de légalité. Cet acte d'investigation doit être prévu par la loi et encadré par elle. Vous soulignez ici que l'on est en présence d'opérations de vidéosurveillance qui interviennent sur la voie publique. Vous soulignez que pendant longtemps, la Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas là une méthode d'investigation intrusive, attentatoire au droit au respect de la vie privée, parce qu'on est sur la voie publique. Néanmoins, sous l'impulsion de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a une jurisprudence très exigeante sur la vie privée, la Cour de cassation en est venue à dire de manière récente que finalement, filmer les allées et venues d'individus, y compris sur la voie publique, c'est également filmer la vie privée d'un individu qui se déploie dans la sphère publique. Évidemment, filmer de manière systématique l'entrée d'une habitation, ça permet de renseigner sur les habitudes d'un individu et donc sur sa vie privée, sur également les personnes qu'il côtoie, etc. C'est la raison pour laquelle la Cour de cassation en est venue à dire que ces opérations de vidéosurveillance constituaient une ingérence dans la vie privée et devaient être encadrées. Pour autant, ces opérations de vidéosurveillance, comme le dit la Chambre de l'instruction, ne correspondent pas à des captations d'images ou à des sonorisations qui relèveraient de l'article 706-96 du Code de procédure pénale et qui devraient donner lieu à une autorisation par le juge des libertés et de la détention. Parce qu'on n'est pas, en matière de vidéosurveillance sur la voie publique, dans l'installation de caméras dans des lieux privés, qui est l'hypothèse de la captation d'images prévue par 706-96. Néanmoins, on est sur un acte d'investigation qui est une atteinte certes limitée, mais une atteinte malgré tout au droit au respect de la vie privée qui implique un encadrement, et cet encadrement, il a été réalisé en jurisprudence par cette règle qui veut que, en principe, cette opération de vidéosurveillance doit être au préalable autorisée par un magistrat, le parquet dans l'enquête, le juge d'instruction dans l'information judiciaire. Donc, on en arrive à la fin à évoquer la jurisprudence de la Cour de cassation, mais vous le voyez, c'est un raisonnement qui doit être déployé et pas simplement l'indication d'une solution jurisprudentielle. S'agissant ensuite de la société Firma, eh bien, on va procéder rigoureusement de la même manière. La société Firma, on va se poser la question du cadre juridique des investigations, la régularité des investigations, et puis finalement, la possibilité d'exercer la voie de recours évoquée dans l'énoncé, qui est le pourvoi en cassation. En effet, à la toute fin du grand 2, il est mentionné, le représentant légal de la société Firma vous demande si un pourvoi en cassation peut utilement être
envisagée. Dans cette affaire, il s'agit d'un contrôle, hein, des inspecteurs de la protection des populations qui constatent un certain nombre d'irrégularités s'agissant de certaines denrées, irrégularités par rapport aux dispositions du Code de la consommation, étant souligné que ce contrôle, hein, opéré par les fonctionnaires de la direction de la protection des populations, nous dit l'énoncé, a été filmé par une équipe de télévision dans le cadre d'un reportage. Et à la suite de cette visite, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet. La société a alors été poursuivie du chef de pratique commerciale trompeuse. Les juges du fond ont rejeté l'exception de nullité tirée de la présence de ces tiers dans le cadre de l'inspection initiale, la présence de ces tiers que sont les journalistes. Là aussi, la tentation est grande, évidemment, d'aller sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui correspond très exactement aux faits. Mais encore une fois, ce n'est pas ce qui est attendu de vous. Vous devez décomposer. D'abord, le cadre juridique des investigations, très brièvement, en indiquant qu'on est d'abord dans le cadre d'une enquête administrative en quelque sorte, enquête administrative menée par la direction de la protection des populations, qui va ensuite, parce que cette enquête permet la découverte d'infractions pénales, qui va ensuite se muer en enquête préliminaire avec la possibilité d'entreprendre d'autres actes d'investigation et au bout du compte, cette orientation par le parquet qui consiste à poursuivre devant le tribunal correctionnel la société du chef de pratique commerciale trompeuse. Ensuite, la régularité des investigations, eh bien, c'est toute la question de savoir si effectivement la présence de ces journalistes au moment de l'enquête administrative constitue une cause de nullité qui doit avoir pour conséquence le retrait finalement des procès-verbaux de constat d'infraction et au bout du compte l'effondrement de l'ensemble de la procédure, puisque si le premier procès-verbal de constatation de l'infraction est nul, ce sont tous les actes subséquents qui vont être contaminés par cette nullité par application hein, de la jurisprudence que j'évoquais tout à l'heure, que l'on peut représenté avec cette idée de l'arbre empoisonné dont les fruits ne sont pas comestibles. Euh, donc, vous devez finalement ici revenir à nouveau aux fondamentaux, revenir à l'article 11 du Code de procédure pénale qui pose le principe du secret de l'enquête et de l'instruction. Secret pourquoi? Afin de ménager les investigations, mais aussi afin de ménager la vie privée des personnes, afin de ménager leur présomption d'innocence, parce que présenter un individu comme mis en cause dans une procédure aux yeux du public, c'est très généralement laisser entendre qu'il n'y a pas de fumée sans feu et donc déjà présager de la culpabilité de l'intéressé. Ce secret qui est absolument déterminant dans des objectifs de protection de l'ordre public, efficacité des investigations, mais aussi dans un objectif de protection des intérêts privés, je viens de le dire. Et la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui estime que la protection du secret est impérative et qu'elle ne mène pas à une protection disproportionnée entre la liberté d'expression et la protection à la fois de l'ordre public et des intérêts privés, et puis la jurisprudence de la chambre criminelle qui est désormais bien établie, qui nous dit qu'effectivement la présence d'un tiers, y compris dans une enquête administrative qui est revêtue d'un secret, le secret professionnel qui s'applique à tous les fonctionnaires, la présence de ce tiers, eh bien, a pour conséquence une nullité qui est une nullité assimilée à une nullité d'ordre public au regard de la gravité de l'atteinte portée à la fois à l'ordre public et aux intérêts privés. Vous le voyez, encore une fois, une démarche en termes de méthode qui nous amène à conclure sur la jurisprudence de la Cour de cassation et certainement pas à simplement dire la solution c'est celle-là. Troisième question, la situation d'Anthony Vital. La situation d'Anthony Vital qui nous amène là aussi hein, à distinguer le cadre juridique des investigations, la régularité des investigations et comme l'énoncé nous invite à le faire, la question de la contestation devant le tribunal correctionnel. S'agissant d'Anthony Vital, eh bien, c'est
la question finalement de la manière dont on caractérise la flagrance. Est-ce que, en particulier, le fait qu'un chien marque, un chien spécialisé dans la détection des stupéfiants marque à un endroit donné, est un indice apparent d'un comportement délictueux justifiant l'ouverture d'une enquête de flagrance et donc la pénétration coercitive au sein d'un appartement qui mènera à la découverte de produits stupéfiants. Euh, à nouveau, le cadre juridique des investigations qui doit nous amener à souligner que nous ne sommes pas dans l'information judiciaire, que nous sommes dans l'enquête et que la question ici qu'il se pose est celle de savoir si l'on est dans l'enquête préliminaire ou dans l'enquête de flagrance en rappelant les critères de l'enquête de flagrance tels que posés par l'article 53 du Code de procédure pénale, le critère de gravité, le critère d'objectivité et le critère temporel, la régularité des investigations ensuite avec la possibilité de mener cette perquisition coercitive et évidemment, au bout du compte, la référence à la jurisprudence de la Cour de cassation qui admet effectivement que le marquage d'un chien puisse être un élément déterminant de la caractérisation d'une situation de flagrance, ce qui permet de justifier le recours à une perquisition coercitive. Et enfin, la contestation devant le tribunal correctionnel qui doit vous amener à souligner que cette contestation doit être soulevée in limine litis devant le tribunal correctionnel avant tout débat au fond, mais que en toute hypothèse, cette contestation a peu de chances de prospérer au regard de la jurisprudence précitée de la Chambre criminelle. Enfin, la situation d'Adrien Lajonis, qui consiste à décrire un individu qui a été placé en détention provisoire et qui se plaint de ses conditions de détention, qui relate ses conditions de détention et qui souhaite savoir s'il peut demander sa mise en liberté en raison de ces conditions de détention assez difficiles d'après la description qu'il nous en est donnée. Là aussi, l'on va distinguer la question du cadre juridique de l'éventuelle mise en liberté. Pourquoi distinguer la question du cadre juridique de l'éventuelle mise en liberté? Parce qu'encore une fois, il faut montrer au correcteur que l'on est méthodique. Et il y a une distinction à opérer selon que l'intéressé qui subit la détention est en détention provisoire ou bien dans le cadre de l'exécution d'une peine définitive. Parce que la détention provisoire, s'agissant des contestations relatives aux conditions de détention, eh bien cette contestation relève du juge des libertés et de la détention. Tandis que la contestation concernant une détention dans le cadre de l'exécution d'une peine définitive, cette contestation relève du juge de l'application des peines. Donc, il va s'agir ici de souligner que l'on est dans le cadre d'une détention provisoire, puisque M. Lajonis, nous dit l'énoncé, a été mis en examen pour vol à main armée en réunion. Vous soulignez que cette qualification de vol à main armée en réunion est une qualification criminelle qui justifie l'ouverture d'une information judiciaire. Et évidemment, s'agissant d'un crime, le placement en détention provisoire d'une mise en examen est tout à fait régulier et possible, sous réserve évidemment qu'il existe des indices graves et ou concordants de culpabilité à l'égard de l'intéressé et que les critères posés par l'article 145 du Code de procédure pénale concernant le placement en détention provisoire sont effectivement réunis, le risque de fuite, le risque de pression, le risque de disparition des preuves, etc. Donc insister sur ce cadre juridique, souligner qu'on est en matière de détention provisoire et non pas dans le cadre d'une condamnation exécutée au titre d'une peine définitive. Et puis sur l'éventuelle mise en liberté, les candidats ont, pour certains, été un peu troublés parce qu'ils ont pensé que l'on faisait ici référence à la compétence du juge administratif en matière d'indemnisation, de conditions indignes de détention, mais en réalité ce n'est absolument pas le cas. L'énoncé, il fait référence à une évolution jurisprudentielle d'abord et à une consécration de cette évolution jurisprudentielle dans la loi. C'est ce que l'on attendait de vous. On n'attendait pas de vous que simplement vous alliez chercher l'article 803-8 du Code de procédure pénale qui prévoit la procédure
en matière de conditions indignes de détention pouvant éventuellement amener à une remise en liberté. On attendait de vous que vous expliquiez comment on en était à arriver à créer cette possible mise en liberté. Il fallait rappeler la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Il fallait, qui a constaté une violation de l'article 3 par la France s'agissant de conditions indignes de détention et de l'impossibilité d'invoquer ces conditions indignes de détention au soutien d'une demande de remise en liberté. L'évolution à la suite de cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, l'évolution de la chambre criminelle, qui jusque-là disait il n'y a qu'une action indemnitaire qui peut être engagée et certainement pas une remise en liberté, finalement, en 2020, en juillet 2020, la chambre criminelle nous dit c'est envisageable. C'est possible sous réserve de démontrer une situation personnelle de détention indigne. Et au bout du compte, l'évolution législative avec la loi du 8 avril 2021 et l'application de ces dispositions à la situation particulière de M. Lajonis pour, au bout du compte, lui indiquer si oui ou non il dispose de chances solides ou pas d'obtenir sa mise en liberté au regard de ces conditions de détention. Il fallait ici faire application de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, s'inspirant de celle de la Cour européenne des droits de l'homme, regarde très concrètement la situation de l'intéressé, notamment la surface de la cellule, notamment le nombre de possibilités de s'extraire de la cellule pour aller en promenade, pour dire si oui ou non il y a des conditions tellement difficiles que la mise en liberté peut être éventuellement décidée. Ces éléments jurisprudentiels, tous les éléments jurisprudentiels que j'évoque ici dans ces grandes lignes à propos de cette consultation juridique se trouvaient évidemment dans le polycopier de procédure pénale qui avait été donné aux élèves inscrits dans le cadre de la prépa ISP. Et il était donc, du coup assez simple de trouver la matière pour résoudre cette consultation juridique. Voilà pour cette brève vidéo hein, sur ces grandes lignes directrices de résolution de cette consultation juridique. En une demi-heure, je n'ai évidemment pas le temps d'entrer dans le détail. Je n'ai donc pas cité les différents arrêts de la Chambre criminelle, les décisions du Conseil constitutionnel, les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui viennent au soutien de mon argumentation. Je n'ai pas le temps de le faire. En revanche, évidemment, dans le cadre de la prépa ISP pour les élèves inscrits dans la perspective des épreuves 2023. Cette correction sera amplement détaillée avec référence aux arrêts à mettre en œuvre. Je vous attends donc dans le cadre de ce prochain cours donné dans le sein de la prépa ISP. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ces développements vous seront utiles. Je vous dis à très bientôt.